Jérôme Safar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la FNAIM Entreprise cette année, plutôt séduisante et productive pour notre soirée. Vous venez du privé, vous avez une longue expérience chez Bouygues, avant de devenir l'élu de premier plan que nous connaissons. Vous êtes conseiller régional depuis 2004, premier adjoint au maire de Grenoble, premier vice-président de la métro en charge de l'économie, président de GEG. Vous avez été le directeur de cabinet de Jean-Paul Huchon et le colocataire de Benoît Hamon, avec qui, si j'ai bien compris, vous refaisiez le monde des nuits entières. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. L'activité immobilier d'entreprise, nous venons de le voir, avec l'étude de l'FNAIM, affiche des résultats qui sont en net tassement. Dans un contexte global de pessimisme et d'inquiétude, au poste de vigie qui est le vôtre, et je dirais, compte tenu de vos nombreuses casquettes, quelle est votre analyse? Est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez le même sentiment et le même ressenti? Oui, écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité, merci de pouvoir me laisser m'exprimer sur ces sujets-là. Rien ne me surprend d'une certaine façon après les chiffres que vous avez pu présenter ce soir. Nous sentons bien, et Philippe venant de nous rejoindre, nous le partageons très souvent, nous sentons bien en effet, non pas la morosité, mais la difficile lisibilité du marché en ce qui concerne l'immobilier. Aussi bien l'immobilier tertiaire, l'immobilier d'entreprise que l'immobilier tout court. Et c'est peut-être d'ailleurs le signal le plus délicat que nous avons à gérer communément, c'est cette absence de lisibilité, ces espèces d'effets de kick and down un peu permanents. Je regardais simplement les 3 dernières diapositives secteur par secteur. Si on les met côte à côte, elles sont complètement incohérentes les unes par rapport aux autres. On nous parle d'absence de prix sur le commerce, on nous parle de baisse assez forte sur le tertiaire, ce qui n'est certes pas une spécificité grenobloise à l'heure actuelle, mais ça ne suffit pas à nous rassurer. Mais on nous dit surtout l'extrême difficulté à savoir comment la suite va s'organiser. Et je crois que pour nous, décideurs institutionnels, pour vous, investisseurs, entrepreneurs, c'est aujourd'hui la difficulté majeure face à laquelle nous devons essayer de travailler ensemble. Et là, je vais prendre la casquette métro, si vous le permettez. Je suis frappé de voir à quel point nous ne nous organisons pas suffisamment. Les temps de rencontre, non pas comme ceci, mais les temps de rencontre stratégiques, d'échange justement sur ce que vous ressentez, l'évolution de vos marchés, que nous ne pouvons pas non plus inventer. Le marché se régule, nous pouvons l'organiser, nous pouvons vous aider dans le cadre de celui-ci. Nous n'avons pas organisé au niveau de l'échelle de l'agglomération grenobloise les outils qui nous permettent aujourd'hui de travailler suffisamment en amont avec vous, avec l'institution publique qui est l'agglomération, avec la ville, avec le conseil général. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes stratégiques, c'est quelque chose qui est un manque. Donc si je peux me permettre de commencer, non pas en commençant tout de suite par les faiblesses, nous avons au contraire un axe d'amélioration commun qui me semble évident à ce niveau-là. Nous en parlions encore il y a quelques instants avec Christophe Chaplet. Peut-être que Grenoble s'est endormi d'une certaine façon de ce point de vue-là, parce que vous avez, vous, un dynamisme extrêmement fort, qui est reconnu ici et ailleurs. Nous avons peut-être considéré que les choses allaient de soi, et c'est relativement vrai quand on regarde l'histoire grenobloise, mais nous voyons bien que, comme beaucoup d'autres territoires, nous sommes à un tournant. Et c'est ce tournant-là qu'il va nous falloir aborder, étant donné le manque de lisibilité des chiffres que vous nous donnez ce soir, mais qui se répercute sur l'ensemble de l'activité économique grenobloise, même si tout à l'heure je parlerai plus spécifiquement, si vous me le permettez, du commerce, parce qu'il y a là une inquiétude assez forte que nous devons travailler immédiatement. Alors, Jérôme Safar, on entend le discours volontariste du président de la République, du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, avec un véritable engagement sur le plan de l'emploi, sur le plan de la compétitivité, sur le plan de la réduction des déficits. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir, selon vous, des plans d'action ciblés par rapport à des secteurs, et pour la soirée qui nous occupe, par exemple, par rapport au secteur de l'immobilier d'entreprise, de l'immobilier professionnel, qui, compte tenu des résultats qui ont majoritairement été exposés ce soir, est quand même en difficulté? Sans doute, mais je crois que c'est tout à l'heure le représentant de la FNAIM qui l'a dit, je pense que nous ne ferons rien sans la confiance. Ce qui me frappe profondément, avant même de parler d'aides spécifiques sur des filières, de cibler des actions en direction de telle ou telle filière, de regarder et à l'échelle locale et à l'échelle nationale comment nous pouvons avoir une stratégie liée à une compétitivité retrouvée, c'est le manque de confiance globale des acteurs entre eux. Si je suis là ce soir, c'est aussi parce que je ressens ce manque de confiance.
manque de confiance déjà peut-être du politique vers l'entrepreneur, vers le créateur. Et on ne peut pas dire que les premiers signes qui ont été donnés cet été aient pu inverser ce sentiment-là. Je fais partie de ceux, vous l'avez dit, qui ont travaillé en entreprise. J'en retire pour ma part non seulement une fierté, mais surtout une expérience extrêmement forte. On ne peut pas seulement désigner l'entrepreneur ou le créateur d'entreprise comme celui qui est responsable aujourd'hui de toutes nos difficultés. Il faut au contraire regarder comment, dans le cadre de la compétitivité que nous avons à retrouver, parce que ça c'est une réalité, nous pouvons aider au maximum cet entrepreneur, ce créateur d'entreprise. J'ai vu aussi que sur certaines diapositives, le fait d'absence de créateurs d'entreprise était pointé, je crois que c'était pour les commerces. Il y a quand même là des sujets que nous devons travailler et je ne crois pas qu'ils puissent se travailler uniquement à l'échelle nationale. C'est à nous, élus locaux, de construire les conditions d'un développement de l'écosystème grenoblois que nous connaissons. Ne nous endormons pas non plus sur cet écosystème. Nous voyons bien que les difficultés sont là. Nous avons donc à regarder comment nous pouvons aider les secteurs, comment nous pouvons construire des stratégies communes avec des objectifs partagés, avec des objectifs identifiés. Pour l'élu que je suis, je termine là-dessus, avoir le signal d'alerte que vous donnez sur le commerce de centre-ville est quelque chose d'extrêmement lourd. Comment faire pour que demain, nous ne passions pas du signal d'alerte à quelque chose de plus dramatique, avec des disparitions massives de commerces, avec une activité en baisse? Le e-commerce explique sûrement certaines choses, mais pas seulement. Donc je sais qu'il y a des problèmes de circulation, de stationnement, d'accessibilité. Il faut en parler avec beaucoup de franchise. Nous ne réglerons pas tout dans un temps très court. En revanche, nous avons certains dossiers sur lesquels il faut nous mobiliser collectivement. J'y reviendrai. On nous a dit tout à l'heure, Jérôme Safar, et je reviens, ce n'est pas une aide spécifique, on va dire que c'est une adaptation peut-être à la profession. L'attentisme qui est né de l'année électorale, et ça vous y êtes pour rien, mais par contre de l'attentisme fiscal et législatif, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une adaptation, je pense aux plus-values, de l'arsenal entre guillemets fiscal, plus adapté au développement de ces métiers-là? On a l'impression quand même que c'est une véritable entrave aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est apparu dans cette étude. Mais aujourd'hui, il y a de toute façon une réflexion fiscale globale que nous attendons. Si vous m'interrogez sur la fiscalité des collectivités, par exemple, et on pourrait en parler, elle est devenue aujourd'hui insupportable parce qu'elle est injuste et elle n'est plus adaptée justement à l'activité économique, au bassin de vie, aux ressources non seulement de nos foyers fiscaux, mais aussi des entreprises et au lien entre les entreprises et le bassin, le territoire de vie dans lequel nous travaillons. On l'a vu au moment de la contribution foncière des entreprises, ce décalage terrible qui a été créé, qui met en difficulté des artisans, des commerçants, et qui crée une difficulté immédiate qui va se rajouter à la difficulté du marché et qui est donc très délicate à gérer pour nous. Mais nous avons, nous, une responsabilité, encore une fois, j'en reviens plus à la responsabilité de l'élu local. Je vous confirme en effet que je n'étais pas pour grand-chose dans les élections de 2012. Elles ne m'intéressaient pas personnellement plus que cela. Mais nous avons à donner des signes de gestion extrêmement forts. Et c'est ce que nous avons essayé de faire sur Grenoble. J'ai l'habitude de dire que je suis l'adjoint aux finances qui a, dès 2008, au moment où la crise est apparue, elle est en fait réellement apparue dès 2007. La baisse des droits de mutation, nous la constatons, nous, dès 2007. Et c'est le premier signe de la crise qui, financièrement, en effet, explose à la face du monde en 2008. Entre 2007 et cette année, donc 2013, nous sommes passés d'une épargne nette qui était pratiquement de zéro à plus de 10 millions d'euros. Nous sommes passés d'un résultat en termes de compte administratif de la ville de moins 5 millions d'euros, c'est-à-dire que nous avions un déficit qu'il fallait financer, à plus de 7 millions d'euros, ce que je présenterai dans quelques semaines. Et enfin, nous sommes passés en matière d'investissement de 55 millions d'euros à plus de 65 millions d'euros au budget que j'ai présenté, et avec un stock de dette qui a baissé de 4%, il est passé de 277 millions d'euros à 269 millions d'euros. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que la création de la confiance dont je parlais tout à l'heure, c'est le signe que vont donner et que doivent donner aujourd'hui les collectivités dans la rigueur de leur gestion. Je ne parle pas d'austérité, je suis très clair. Mais là, c'est mon passage chez Bouygues que j'assume totalement. On m'a appris qu'un sou était un sou. On m'a appris que dépenser l'argent qu'on n'avait pas créait finalement des difficultés non seulement beaucoup plus importantes, mais surtout on m'a appris qu'en termes de confiance par rapport à votre environnement, c'était dévastateur.
Eh bien, nous avons conduit, et Philippe est un soutien de cette stratégie financière avec le maire, nous avons conduit cette stratégie financière pour voir comment, sur Grenoble, nous pouvions continuer à créer les conditions du développement et de la croissance et de la confiance. Ça passe par l'exemplarité de la collectivité et par le fait qu'elle peut construire une stratégie financière qui vous permette de vous sentir aussi entendu et écouté dans l'obligation que nous avons de bien gérer l'argent public. Alors, je vous embête encore un peu sur le côté un peu pessimiste de l'étude. Est-ce que, à la responsabilité qui est la vôtre, ou aux responsabilités qui sont les vôtres, vous estimez quand même avoir une part de responsabilité localement sur la situation qui a été exposée? Est-ce que vous pouvez mieux faire? Est-ce que vous auriez pu mieux faire? Ou est-ce que c'est la faute à la crise et Écoutez, si je suis là ce soir et que je vous réponds non, on n'y est pour rien, je pense que la soirée partirait mal. On a forcément à regarder ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Je reviens sur le modèle grenoblois, arrêtons de nous gargariser sur cet écosystème qui a ses forces, regardons comment nous les confortons, mais qui a aussi ses faiblesses. Moi, je regarde les choses sur la durée des 5 dernières années que nous avons traversées. Il y a quand même 2 échecs qui doivent nous amener à nous interroger forcément. Les Jeux Olympiques, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la signification peut-être de quelque chose qu'il faut analyser collectivement. Et le dossier de l'IDEX, qui regarde, c'est vrai, beaucoup l'université, mais qui quand même a aussi, en termes de connotation, quelque chose de difficile. Sur les Jeux Olympiques, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il parle à tout le monde. Malgré la mobilisation très forte des acteurs économiques, le président Dumollard à l'époque n'a pas compté ses heures pour soutenir le dossier avec la Chambre de commerce et nous avons fait un travail, je crois, extrêmement important. Nous avons pu voir à quel point l'image de Grenoble était peut-être en décalage sur certains points par rapport à ce que nous en avions nous-mêmes en termes de perception ou même parfois de discours. Je pense que c'est lié au fait que, par exemple, le territoire grenoblois, et ça c'est une question de stratégie économique qu'il va falloir travailler, a oublié de se tourner vers la montagne pendant des années. Et que nous avons là un creuset de développement économique, touristique majoritairement, mais pas seulement, que nous devons travailler plus fortement. Enfin, est-ce qu'il y a des points de faiblesse? Je sors du dossier Jeux Olympiques. Oui, quand on parle de l'accessibilité et de la circulation aujourd'hui, qui est un point délicat, et cela me fait dire que nous avons devant nous un dossier qui est la mère de toutes les batailles, pour nous tous. C'est Philippe de Longilial, entre autres, qui le porte. C'est celui de la nouvelle gare SNCF à Grenoble. Nous allons enfin avoir une gare digne de ce nom, qui ne sera plus la gentille gare que moi j'appelle de sous-préfecture un peu durement, mais qui est quand même une gare peu adaptée et peu équivalente à une agglo de 500 000 habitants en France et en Europe. Mais derrière, il va falloir que nous nous battions tous pour régler une problématique. C'est celle de l'accessibilité en TGV par une vraie liaison TGV jusqu'à Grenoble. Je dis cela pour une raison très simple. Nous n'avons pas encore, tant mieux, et je touche du bois, d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant « nous quittons Grenoble parce que ce problème-là est majeur ». En revanche, nous avons des entreprises aujourd'hui qui nous disent « nous ne voulons plus développer sur Grenoble parce que c'est un problème majeur ». Donc là, l'objectif et le rôle du politique, c'est surtout d'éviter la sourde oreille, et de faire comme si tout ça n'était pas vrai, et de voir comment, ensemble, nous allons pouvoir trouver des solutions. Ça va passer par une mobilisation de nous tous, au-delà de l'investissement de la gare, pour obtenir que les investissements se fassent et que nous ayons enfin une accessibilité de la ville de Grenoble qui soit digne de ce nom en 2013, et j'espère le plus rapidement possible. Alors, on va se projeter dans un instant et on va réfléchir à ce que doit être le contour de l'entité urbaine et de la ville de demain. Je voudrais revenir sur une perche que vous avez tendue, sur l'organisation du dialogue entre la collectivité au sens large et les professionnels de la profession qui sont devant vous ce soir. Est-ce que concrètement, vous seriez d'accord pour demain consulter les professionnels sur des projets en amont, créer un groupe de travail, mais pas simplement un comité Théodule fumeux, mais concret, d'échange en amont sur l'adaptation de ce que sont vos orientations et vos projets avec des gens dont c'est le métier et qui en vivent toute l'année? Écoutez, je crois qu'on le fait
On consulte quand même les acteurs de l'économie, j'allais dire pratiquement toutes les semaines au niveau du service économique. Je vois Valérie Duré ici, ce qui, pour les scènes d'aménagement, fait quand même ce travail-là aussi. Nous n'envisageons pas de mettre en place des AC aujourd'hui et demain sans consulter les professionnels, non seulement ceux qui vont investir, mais aussi ceux qui vont demander une activité, un bâtiment pour une activité, et voir avec la ville comment nous pouvons l'organiser. En revanche, je reviens à ce que j'ai dit, là où nous manquons sans doute, non pas de comité Théodule, et surtout pas, c'est de points de rencontre sur nos partages réciproques de problèmes stratégiques, donc de recherche de solutions communes, éventuellement même de demande de lisibilité ou de visibilité plus forte du territoire grenoblois à l'échelle française et européenne, et au-delà. Encore une fois, moi je ne veux pas m'endormir sur les lauriers de Grenoble, ville pilote depuis la fin de la guerre. Je fais partie de ceux qui, n'étant pas grenoblois, sont restés sur ce territoire. Ce n'est pas pour rien. J'y suis venu en me disant dans 3 ans je repars, et j'y suis resté, même s'il y a eu des parenthèses parisiennes. Mais sincèrement, c'est parce que cette ville et ce territoire m'ont laissé entendre que tout était possible d'une certaine façon dans cette ville-là, pour peu qu'on s'y investisse et qu'on travaille. Attention à ce que cet écosystème, cette espèce de culture grenobloise ne se délite pas avec la crise. Ça peut être un effet de la crise. La deuxième chose, c'est que je pense que nous devons vraiment faire le travail sur les points forts que nous voulons conforter, les zones de faiblesse éventuellement sur lesquelles nous devons investir collectivement, et donc les collectivités aussi, et éventuellement même les points faibles qui peuvent être amenés demain à disparaître ou qu'il faut revitaliser d'une façon extrêmement rapide et extrêmement urgente. Je pense que cette absence de dialogue construit peut nous nuire assez rapidement au moment où le territoire lyonnais, on peut en penser ce qu'on veut, avance comme un TGV à pleine vitesse sur beaucoup de sujets. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais quand même, attention, à 100 km d'ici, nous avons un territoire qui, financièrement, économiquement, humainement, a des atouts considérables et qui, lui, est en train de prendre des décisions extrêmement fortes qui peuvent nous impacter assez rapidement. Alors, on va essayer de se projeter. Pas trop loin, en restant réaliste. Pour ce qui concerne la ville de Grenoble, d'abord, je souhaiterais que vous puissiez nous redire ce que sont les grandes lignes du projet urbain et les grandes lignes de la modernisation de la ville. Elle est en train de changer, cette ville, on le voit. Ça, c'est une façon aimable de vous dire que c'est un chantier permanent. Tant mieux pour vous, si je peux me permettre. Bon, ça va être quoi le Grenoble 2020, quelle physionomie? On vient de parler de la nouvelle gare. Il va y avoir autre chose? Alors, au moment où on va travailler sur le PLU, sur l'urbanisme de demain, je ne vais pas commencer à dire voilà la ville de demain. Il faut aussi que chacun puisse s'exprimer et voir ce qui lui paraît prioritaire. D'abord, il y a des projets qui sont aujourd'hui dans les tuyaux, qui sont des projets importants. La Presqu'île, l'Esplanade, Flaubert. Des projets de renouvellement urbain qui sont extrêmement importants et qui nationalement pèsent. La Villeneuve, le Châtelet demain, Mistral, Tesser. Donc nous sommes dans une ville qui, en termes en effet de métamorphose urbaine, continue à se renouveler sur elle-même. Ce qui était, dès 1995, je vous le rappelle, le discours que tenait Michel Destaut avec force, et nous n'avons pas lâché là-dessus. Je veux vous dire ici, parce que nous échangeons avec nos collègues des autres grandes villes, que Grenoble est une des rares grandes villes aujourd'hui, même si évidemment la conjoncture nous oblige à ralentir certaines opérations, à n'avoir arrêté aucune de ces opérations-là. C'est-à-dire que nous sommes prêts à redémarrer dès que la crise, et nous espérons le plus vite possible, aura terminé de nous impacter avec ses effets négatifs. Nous n'aurons pas à reprendre les dossiers, j'allais dire, à zéro. Nous sommes l'arme au pied, et d'ailleurs, vous le dites vous-même, les grues continuent sur cette ville à exister. Le chantier du tramway est aussi un chantier extrêmement important. Nous sommes passés près de la catastrophe. Tout à l'heure, vous me disiez, c'est quoi les difficultés éventuellement grenobloises? Une des difficultés qu'on n'évoque peut-être jamais, elle n'est pas endogène à cette salle, elle est plutôt à l'extérieur, c'est que nous avons quelques champions du monde du recours administratif. Donc ça pèse sur un climat local. Et il faut le dire. Et croyez-moi, je le dirai bientôt et je donnerai même la facture aux Grenoblois. C'est-à-dire combien ça coûte aux contribuables et à l'économie grenobloise. Il faut que les gens qui ont fait du recours, leur seule politique, sachent assumer devant la collectivité ce qu'il nous coûte
de façon lourde et malheureusement parfois définitive. Je ferme la parenthèse. Donc la ville de demain, elle s'organisera autour de ce renouvellement des quartiers et des renouvellements urbains que nous entamons. Nous souhaitons aussi que ce soit une ville qui permette aux Grenoblois d'être le plus proche possible de leur lieu de travail. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est le déplacement. C'est le déplacement, lieu d'habitation et lieu de travail, qui devient quelque chose d'extrêmement compliqué dans toutes les grandes villes, encore plus ici parce que la géographie ne nous aide pas, c'est vrai, et qu'en plus, sur certains dossiers, les coups d'arrêt ont sans doute été fatals à une amélioration de ces déplacements. Vous m'autorisez à vous arrêter sur les déplacements 2 secondes pour vous demander comment vous faites au quotidien pour faire face à, et on est ici à la Chambre de commerce de Grenoble qui a été porteur d'une action collective sur les bouchons à Grenoble, donc qui est plutôt favorable à ce que la circulation automobile soit fluidifiée, et de l'autre côté des écolos qui sont totalement à l'opposé. Comment on fait quand on est Jérôme Safar et qu'on est au milieu pour mettre tout le monde d'accord? On discute avec la Chambre de commerce et on fait en sorte que les écolos ne soient plus dans la majorité municipale. C'est une réponse qui vous convient. Mais c'est plus compliqué quand même. Ça, je me fais plaisir, excusez-moi, mais de temps en temps, ça fait du bien, ça soulage. Chantez que vous en aviez mais envie. quand même, souvenez-vous de ce qui a été fait il y a 5 ans. Et ce n'était pas anodin politiquement quand Michel Destau prend cette décision-là, parce que les critiques ont plu, elles ont plu lourdement. Pas ici, je le sais, mais ailleurs, ça n'a pas été toujours très simple à gérer, croyez-le, et il ne l'a pas toujours très bien vécu. Mais le choix que nous avons à faire, d'abord, nous devons justement avoir une position d'équilibre. Stop bouchon, ça peut être agaçant parfois, parce qu'on a l'impression d'être mis en accusation alors que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est révélateur d'une alerte, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'alerte de la Chambre de commerce, c'est attention, ne sous-estimons quand même pas ce problème-là, ne faisons pas comme s'il n'existait pas après que le dossier de la rocade ait été arrêté pour les raisons que l'on sait. Parce que le discours que vous avez tenu tout à l'heure sur des entreprises qui hésitent, qui s'interrogent, qui se posent des questions sur le développement, il porte énormément sur les problèmes de déplacement aujourd'hui. Bien sûr, mais vous savez, je suis quelqu'un qui observe, qui entend. J'ai travaillé en plus sur Lyon en étant moi-même originaire de Grenoble. Je sais à quel point tout ça peut devenir extrêmement compliqué. Même en tant que conseiller régional, le déménagement simplement de Charbonnières à Confluence, par exemple, a été pour moi une modification des temps de trajet importante. Ça change tout, ça chamboule tout et ça peut rendre en effet pour quelqu'un qui travaille tous les jours l'accessibilité à un territoire beaucoup plus compliqué et donc pour une entreprise le souhait de se dire comment on sort de ce territoire parce que c'est une perte de compétences potentielles si vous avez des employés qui ne viennent plus ou qui changent d'entreprise. Donc je ne prends rien à la légère là-dessus. Et si je vous ai dit que pour moi le dossier du TGV devait devenir la mère de toutes les batailles, c'est pas pour vous dire on abandonne le reste, c'est pour vous dire qu'en revanche, là je suis persuadé qu'en termes de signal d'accessibilité, dire à un patron qui vient des 4 coins du monde, une fois que vous êtes arrivé à Paris, vous avez 2h50, 2h55 de TGV et plus 3h15, où entre Saint-Exupéry et Grenoble, vous avez le temps, c'est vrai, de regarder le paysage, mais où franchement, le patron qui arrive, qui n'est pas grenoblois, qui ne connaît pas la France, va avoir comme première impression, en plus en voyant la gare d'aujourd'hui, waouh, c'est quoi cet endroit-là quel est ce gentil trou dans lequel on m'a demandé d'investir? Il faut changer tout ça. Et ça passe par une stratégie qui sera nécessairement travaillée avec vous. Je ne doute pas que si demain nous nous battons, et moi je le ferai, pour une vraie ligne TGV, nous aurons des opposants qui viendront nous expliquer que ça n'est pas la priorité, que la grande vitesse, c'est vraiment pas bien, qu'il y en a marre de ce monde qui va trop vite, qu'on demande aux gens toujours d'accélérer. Très bien. Mais à un moment, on est à un moment crucial de notre développement économique dans ce pays. Le débat sympathique des bons emplois, des mauvais emplois, de la bonne économie et de la mauvaise économie, stop. On doit développer nos territoires, on doit offrir de l'emploi sur nos territoires le plus proche possible à nos concitoyens et on doit donner aux entreprises qui sont présentes les moyens de leur développement et de leurs investissements. Un projet urbain dense, oui. avec une part importante laissée à l'amélioration des déplacements, extramuros et intramuros. Je voudrais qu'on parle du commerce un petit peu, on en a parlé il y a un instant dans l'étude et avec vous. On assiste quand même à une véritable révolution.
ne sais pas si Decathlon le dit aussi clairement que ça, mais enfin, il y a quand même un changement aujourd'hui de la structure commerciale où on revient dans les centres-villes. C'est-à-dire qu'on est en train, Decathlon, sa stratégie, c'est de revenir dans les centres-villes. Il y a l'évolution du e-commerce, même si elle n'est pas prégnante aujourd'hui, elle commence à Grenoble à pointer le bout de son nez. Est-ce que c'est quelque chose qui va être intégré dans la réflexion et dans le schéma directeur de Grenoble? Et est-ce que c'est quelque chose qui est, je dirais, adapté aujourd'hui à Grenoble? Est-ce que Grenoble est adapté dans sa structure commerciale à ces évolutions? Je ne sais pas si Grenoble est plus ou moins qu'une autre ville. Il n'y a qu'à voir, même Paris, ça a beau être Paris, Virgin ferme ses portes et ne résiste pas à la vague du e-commerce sur certains secteurs. On est quand même en train de vivre une révolution. Je vous entendais, mademoiselle, tout à l'heure en disant c'est un branchement Internet, on fait tout chez soi. C'est même plus ça. C'est partout, tout le temps, en étant mobile. À partir de ça, c'est l'achat. Et c'est donc parfois l'achat compulsif, mais c'est aussi la réservation d'hôtels ou de voyages. C'est beaucoup de choses qui sont donc autant de concurrence à des commerces dits traditionnels qui aujourd'hui voient leur clientèle la plus économiquement intéressante sans doute, en plus, qui peu à peu, en effet, par manque de temps et par acquisition de ce type d'outils, va passer sur une autre façon de commercer de façon très très nette. Je ne sais pas s'il y a des commerçants dans la salle, mais c'est la première fois pour ma part que je fais les soldes pratiquement exclusivement avec ça. Vous m'auriez dit ça il y a un an, je vous aurais regardé en vous disant ça ne va pas, c'est pas vrai. Mais c'est une réalité. Parce que nous sommes aussi confrontés à une offre d'abord qui est très agressive, les prix sont extrêmement forts, que pour certains commerces, avoir du service ou pas, compte finalement très très peu, donc il n'y a même plus cet avantage comparatif-là, et que nous allons donc devoir adapter notre offre en termes justement de surface par rapport à ces bouleversements-là. Et ce que disait le directeur du Decathlon en disant attention par rapport au SCOT, par rapport à l'évolution, on nous demande d'organiser l'offre commerciale sur le centre-ville, mais aujourd'hui, on a une offre qui finalement n'est pas encore en adéquation avec ces demandes-là. Là aussi, c'est quelque chose qui doit résonner très fortement pour qu'avec nos collègues élus, on voit comment on peut répondre à cela. Je sais qu'on est déjà en train d'y travailler. En revanche, là, je pense qu'il faut aussi arrêter de rajouter de la morosité à la morosité. Si on m'explique aujourd'hui que la difficulté du commerce, c'est seulement ça, et ce n'est pas la baisse massive du pouvoir d'achat en un an, quand même, quand on regarde les études, c'est partout flagrant, il faut quand même qu'on soit aussi capable d'analyser les choses avec objectivité. Les chiffres des soldes nationalement ne sont pas bons cette année sur l'équipement à la personne en particulier. Il y a aujourd'hui des stratégies d'arbitrage au sein des ménages qui font en effet que certains commerces souffrent plus que d'autres. Donc tout ça doit être pris avec beaucoup de recul, non pas pour, là encore, être dans le déni, mais surtout pour ne pas basculer dans une espèce de surmorosité par rapport à une difficulté qui est réelle aujourd'hui. Il y a eu un projet majeur à Grenoble concernant le commerce, enfin j'en parle pas au passé, il faut en parler au présent, c'est la caserne de Beaune. Vous avez cité tout à l'heure Virgin. C'est vrai que tout le monde a eu vent il y a 2-3 ans de rumeurs, de disant Virgin va venir à Grenoble, il faut que Virgin vienne à Grenoble. D'abord, heureusement qu'ils ne sont pas venus quand on connaît le problème de Virgin aujourd'hui, qui est un, dépôt de bilan, deux, la remise en cause du modèle économique dans sa globalité. Vous l'avez très justement dit, le mode de consommation de la culture est en train de changer. Decathlon vient à la caserne de Beaune, le vieux campeur, des grandes enseignes. Je vais quand même vous la poser, cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre balcon à vous, c'est une bonne opération, c'est une réussite, ou ça reste encore un endroit et un lieu de commerce qui doit faire ses preuves? Écoutez, quand on regarde la jeunesse de l'équipement, le contexte dans lequel cet équipement a commencé justement à se mettre en activité, honnêtement, qu'on vienne m'expliquer que cet équipement commercial n'est pas aujourd'hui en train de gagner peu à peu sa place à Grenoble. Honnêtement, nous l'avons pensé il y a maintenant presque une dizaine d'années. Il a été inauguré il y a 4 ou 5 ans, 3 ans. Merci Valérie. Donc il y a 3 ans, la crise était là et elle frappait. C'est vrai que certaines enseignes ont disparu, mais là aussi, c'est la vie du marché. Elle est dure, mais elle s'impose à nous tous.
Et nous voyons bien que l'équipement commercial n'est finalement pas si inutile que ça, puisqu'une enseigne comme Decathlon considère au contraire que c'est un lieu d'implantation intéressant. En plus, c'est un quartier qui maintenant a pris, j'allais dire, sa coloration définitive. Un équipement culturel qui vient d'ouvrir donc en septembre avec le cinéma Le Méliès. Bref, un quartier qui commence vraiment à devenir quelque chose qui, dans l'esprit des Grenoblois en termes de commerce, a, c'est vrai, trouvé ou est en train de trouver sa place. Est-ce que c'est un succès ? Je ne suis pas voyant, je ne lis pas dans le marc de café, ça n'est pas un échec. Voilà ce que je peux vous répondre. Et nous ferons tout pour que les commerçants, non seulement de la caserne de Bonn, mais aussi les autres, puissent continuer à travailler à Grenoble dans les meilleures conditions. Ça passe aussi, et là c'est ma casquette, par la garantie que nous devons donner ici, comme dans d'autres villes, d'un maximum de sécurité. C'est pourquoi nous avons mis en place des dispositifs avec la Chambre de commerce et la police nationale pour faire en sorte que le commerce de centre-ville principalement, parce que c'est là que la densité des commerces est forte, soit le plus sécurisé possible, non seulement dans les périodes de fêtes et de soldes, mais tout au long de l'année. Alors, juste pour terminer sur la caserne de Bonn, il y avait deux ambitions à ce centre commercial. Il y avait le centre commercial en tant que tel, et on se souvient que la municipalité souhaitait créer un nouveau centre-ville. Ça veut dire changer le schéma d'urbanisation, et on va en parler un tout petit peu ensuite de ce schéma d'urbanisation. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu ce transfert? Est-ce qu'on a créé un deuxième centre-ville? Vous êtes très impatient, Monsieur Touraine, mais c'est normal. Non, c'est parce que je n'ai pas d'oreillette, mais si j'en avais une, on me dirait que je suis en retard. Ce que nous faisons, c'est que quand nous réfléchissons aussi sur Cœur de Ville, Cœur d'Agglo, avec toute la réflexion que nous avons sur justement la réhabilitation, la requalification de notre centre-ville, ces circulations que nous organisons de la caserne de Bonn jusqu'au quai de l'Isère, le fait qu'aujourd'hui nous élargissions finalement le centre-ville de la ville de Grenoble, tout ça, c'est une réflexion qui est sur 10, 15 ans. Donc nous verrons comment les choses se passent. Moi, ce que je constate, c'est que oui, aujourd'hui, la caserne de Bonn, en termes de commerce, commence à devenir une habitude grenobloise et même au-delà des Grenoblois. J'échange avec les commerçants, je leur pose des questions, et que les enseignes présentes ne se plaignent pas, bien au contraire, de leur implantation à la caserne de Bonn. Après, j'ai aussi entendu à l'époque que nous allions vider le centre-ville par la caserne de Bonn. On n'en est vraiment pas là. Donc il faut aussi maintenant regarder comment les choses se construisent. Tous les projets urbains dont nous parlons sont des projets qui se construisent sur une échelle de 10, 15, voire 20 ans. Donc c'est vrai qu'il y a cette impatience, c'est vrai qu'il y a la façon dont le politique va l'expliquer. Mais surtout, n'attendons pas, par un coup de baguette magique, des inversions de tendance immédiates ou des choses qui seraient visibles du jour au lendemain. On a parlé, vous avez commencé à l'évoquer, de l'écosystème des atouts grenoblois. Alors je vois Annie Soufi, qui est la grande prêtresse d'Innovallée. Quand on dit ça, c'est vrai qu'il y a quand même de beaux atouts à Grenoble. Il y a Innovallée, il y a Minatec, il y a Midalogique, il y a l'IRT, il y a les centres de recherche, il y a les universités. Quand vous dites qu'il ne faut pas trop s'adosser en permanence sur l'écosystème, ça veut dire qu'il faut aller chercher autre chose encore, que ça ne suffit pas? Si, il faut s'adosser sur celui-ci, mais ne pas en faire, j'allais dire, le seul point de repos, en considérant que celui-ci s'auto-alimente. Vous considérez que c'est le cas aujourd'hui? C'est un risque. C'est un risque. Et je pense qu'il faut que nous fassions attention à ne pas tomber dans une espèce d'autosatisfaction qui peut nous jouer des tours. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'unicité des filières qui est risquée? Il faut en créer d'autres? Je ne sais pas s'il faut en créer. Déjà, il faut peut-être valoriser des filières qui ne le sont pas aujourd'hui et qui existent sur notre territoire. Par exemple? On peut parler aujourd'hui autour d'entreprises, alors sur notre territoire, je le prends au sens large, d'entreprises comme Thales par exemple sur le Voironnais. On peut parler un peu plus peut-être de ce qui se fait autour d'Air Liquide et de la filière hydrogène. Je sais que c'est un sujet sur lequel Joël Seu et ses équipes de l'AEPI sont aujourd'hui extrêmement présentes. Mais encore une fois, la volonté qui est la mienne, c'est pas de dire voilà ce que le politique pense en termes de valorisation de filière, c'est de voir comment on peut avec vous voir les trous éventuellement dans la raquette s'ils existent, et puis voir ce qu'il faut valoriser peut-être un peu plus. Mais attention, c'est pas au détriment justement de la force actuelle. C'est voir comment, de notre force actuelle, nous pouvons encore développer le territoire grenoblois. Je ne sais pas si les grandes prêtresses nous y aideront. J'espère que ce n'est pas une secte, parce que je rentre bientôt au conseil d'administration, donc ça m'inquiéterait. Mais sincèrement, je pense que là,
Et on parle quand même du deuxième bassin d'emploi de l'agglomération grenobloise, donc ce n'est pas anodin quand on parle d'Innovalet. Là aussi, nous avons à avoir un dialogue peut-être un peu plus prospectif, justement, avec l'ensemble des acteurs. Mais surtout pas au détriment de ce qui marche actuellement. Ce serait une folie de dire, attendez, ce qui marche actuellement, très bien, mais on le met de côté. C'est au contraire de voir avec ce qui marche bien, avec ce qui est déjà visible et lisible, comment on peut irriguer encore un peu plus et éviter peut-être demain de nous retrouver en difficulté, parce qu'une filière se retrouvera en difficulté sur Grenoble, comme ça a été le cas par le passé, ici et ailleurs. Quand vous prenez votre valise de VRP, vous allez vendre Grenoble dans d'autres villes ou à l'étranger, il y a des atouts, il y en a plein. Qu'est-ce qui manque dans la valise? Il est où le trou? Qu'est-ce qu'il faut mettre rapidement? Quelle est la demande à laquelle vous avez été le plus souvent confronté, à laquelle on ne sait pas bien répondre aujourd'hui? Alors, en France, je voudrais que ce soit surtout pas perçu comme ni de la suffisance, ni une espèce de manque d'humilité de ma part. Honnêtement, il ne manque pas grand-chose et on vient plutôt nous voir en nous disant comment vous faites. Alors, c'est un peu contradictoire par rapport à l'échange qu'on a là. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit encore une fois, nous, un peu tranquille et attendant ce qui se passe, mais quand même, le modèle grenoblois est revu encore aujourd'hui comme un modèle extrêmement intéressant, extrêmement valorisant, et avec la capacité qui reste la nôtre à faire travailler les acteurs ensemble, même s'il y a sûrement des voies d'amélioration. À l'étranger, qu'est-ce qui manque? D'abord, on a une image nationale aujourd'hui trouble. C'est quoi la France? C'est quoi le projet? Donc il faut en être conscient et c'est complètement notre rôle aujourd'hui en tant que décideur politique de se dire que cette question-là, elle est quand même très pesante. Ensuite, c'est quoi l'identité de Grenoble quand vous allez à des milliers, voire à des dizaines de milliers de kilomètres? C'est bien entendu la microélectronique, c'est bien entendu l'université. Et de ce côté-là, les efforts faits par l'université aujourd'hui pour la signature unique, pour le fait qu'une politique autour du presse soit peut-être un peu plus lisible que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant, vont dans le bon sens. Mais c'est aussi la valorisation d'une région. C'est quoi? C'est à côté de Lyon, c'est les Alpes. Comment on vend tout ça? Donc nous avons une stratégie marketing à travailler de ce côté-là. Stratégie que nous n'avons peut-être pas justement mise suffisamment sur la table en termes de travail commun. Je pense qu'il faut que Grenoble ou l'agglomération grenobloise devienne plus une marque qu'elle n'est aujourd'hui. Je regarde ce qui se passe à Toulouse, je regarde ce qui se passe à Montpellier, je vois ce que fait Rennes, je vois ce que fait Nantes, je vois ce que font d'autres villes même qui n'ont pas cette taille-là, et je dis attention. Mais nous avons et une difficulté et en même temps quelque chose dont il faut que nous soyons conscients. Nous ne sommes pas capitale régionale. C'est une vraie difficulté. Et pourtant, nous jouons dans la cour, en France, de villes qui sont toutes capitales régionales et par rapport à qui on nous compare en permanence. Donc là aussi, quand je dis il faut savoir analyser nos faiblesses, demain, cette faiblesse-là peut devenir une vraie difficulté. À nous de faire en sorte que non seulement ça ne le soit pas, mais qu'au contraire, nous ayons même, j'allais dire, l'esprit suffisamment malin pour en faire un atout en termes de réactivité, de souplesse et finalement de proximité entre les décideurs et le monde économique. Mais là, je crois que quand on réfléchit justement à un marketing de territoire, ce n'est pas un gros mot, moi ça ne me gêne pas, il va falloir que nous nous mettions au travail parce que là-dessus, nous avons à faire valoir des atouts, à les faire valoir et à les rendre plus visibles partout. Alors, j'ai toujours pas d'oreillette, mais j'entends des voix qui me parlent. Je vais m'acheminer vers la conclusion. D'abord, à vous poser une question qu'on m'a demandé de vous poser. Vous savez qu'il y a un stock résiduel de bureaux de 30 000 m² inoccupés dans l'agglomération grenobloise. Est-ce que vous seriez prêt à les acheter et à les réhabiliter pour en faire des logements sociaux? C'est quand même terrible au moment où la collectivité fait des efforts de gestion, il faudrait qu'elle achète 30 000 m² de bureaux. C'est une affaire en or, hein. Oui, sûrement. Écoutez, transformer des immeubles de bureaux en logements, attention. Voilà, je préfère le dire. C'est peut-être la vraie fausse bonne idée qu'on pourrait avoir. La transformation de bureaux d'activité en logement, c'est loin d'être évident. Ça demande des travaux extrêmement importants. Je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée si on prend ça globalement. En revanche, la réflexion
que nous devons avoir sur les mètres carrés disponibles aujourd'hui, sur donc le poids que ça a évidemment sur le prix joué par le stock. Là, c'est une réflexion que nous devons avoir sur nos investissements futurs et éventuellement sur notre stratégie d'accueil de start-up qui passerait à l'échelon industriel. Après tout, peut-être que ces mètres carrés-là peuvent les intéresser et peuvent nous permettre de répondre à une équation qui est quand même un peu compliquée aujourd'hui à Grenoble. Nous investissons de l'argent public pour créer des start-up et derrière, nous n'avons pas garanti à ces mêmes start-up le foncier et l'accueil qui leur permet de créer l'emploi sur le territoire qui pourtant les a financés. C'est quand même une question qui mérite d'être posée et moi ça me gêne un peu de savoir que cette réflexion-là aujourd'hui, là aussi, nous commençons à y travailler mais nous ne l'avions peut-être pas prise en compte suffisamment jusqu'à maintenant. Bon, donc vous n'en voulez pas de mes bureaux? 30 000 m², non, je pense que je ne les prendrai pas comme ça, monsieur Tour. J'aurais tenté. Hein. Je vais conclure à vous poser une question assez générique. Quand vous vous posez, quand vous réfléchissez, quand vous essayez de bâtir un projet, elle est comment la cité radieuse de Jérôme Saffard, le Grenoble radieux? Écoute, déjà pas comme celle de Marseille, si je peux me permettre. Bon, ça c'est fait. Votre question, elle est sympa, en même temps, elle ne veut pas dire grand-chose. Excusez-moi de vous dire comme ça. Alors, vous êtes très sympathique, je suis très content. Non, mais je préfère vous répondre comme ça parce que c'est vraiment ce que je pense. Déjà, elle a un premier impératif, que nous ne perdions pas l'ADN grenoblois. Encore une fois, moi, c'est ce qui fait que je suis resté à Grenoble. Et pourtant, je ne suis pas un scientifique. Donc, c'est bien la preuve que dans cette ville, même un non-scientifique peut y rester, peut y faire sa carrière, peut y faire sa vie, peut s'y trouver très bien. Après, c'est justement en découlant de cet ADN, moi j'ai une phrase de Michel Serres que je trouve remarquable, je vous invite à lire son dernier livre qui s'appelle La Petite Poussette, et Michel Serres dit « Je suis plus porté vers la construction du monde de demain que vers la lamentation du monde passé ». Eh bien je crois que la cité non pas radieuse, mais l'objectif de Grenoble, c'est de garder ça en tête. C'est ce qui a fait que moi, je me suis senti bien dans cette ville. C'est une ville qui porte ça en elle. Donc je ne sais pas si ce sera radieux, mais c'est quand même drôlement enthousiasmant. Je vous remercie beaucoup, Jérôme Saffard, d'avoir été notre invité. Je voudrais qu'on vous applaudisse.